Et bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une première vidéo sur une série qui consistera à vous faire des guides simples, rapides et efficaces, sans trop rentrer dans le détail, sur comment choisir vos composants en hardware. Aujourd'hui, la vidéo parlera de carte mère. Ça sera assez rapide, simple et basique. Pour rentrer plus dans le détail, je vous proposerai en description des liens vers des chaînes YouTube bien plus adaptées, on va dire, et avec des connaissances bien plus développées que les miennes. C'est seulement si vous voulez rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on va juste voir les bases ensemble. Alors, en premier lieu, de quoi est composée une carte mère? Pour faire simple, on va parler des connectiques principales. Une carte mère déjà est dépendante de votre processeur, et donc de son socket. Pour AMD, on est sur un socket AM4, ou AM3 pour les anciennes générations, mais on va essayer de se contenter des générations actuelles. Pour Intel, on est plutôt sur des sockets type LGA, qui vont être en LGA 1151 ou en 1200. Le socket est le socle qui va recevoir votre processeur. C'est l'élément déterminant sur quelle carte mère choisir. Forcément, si vous prenez une carte mère avec un socket Intel et que vous avez choisi un CPU AMD, vous allez avoir un gros problème. Une fois que vous avez choisi votre processeur, ce qui va déterminer le choix de votre carte mère sera le chipset. Pour Intel, vous avez un chipset dépendant de la génération de votre processeur. Pour la génération 9, les processeurs en 9000, ça sera un chipset en Z390. On va éviter les chipsets secondaires qui ne sont pas forcément sur des cartes mères haut de gamme. Pour les Intel en génération 10, donc les 10000, vous allez avoir des chipsets en Z490. Pour AMD, ça va être assez simple, la plupart des chipsets sont compatibles avec la majorité des processeurs. Pour les processeurs AMD 3000, vous allez être orienté vers un chipset en 450, X470, B550 et X570. Et pour les AMD en génération 5000, vous allez également utiliser les mêmes cartes mères. Merci AMD, on n'a pas besoin de changer de carte mère pour passer à la génération suivante. Ensuite, la carte mère sera composée donc des connectiques d'alimentation de votre carte mère. Vous allez avoir une alimentation en 24 broches qui sera pour votre carte mère et une alimentation pour votre processeur qui peut être en 4 broches, 8 broches ou même 12 broches, ça dépendra. Souvent les cartes mères actuelles ont une connexion en 8 broches plus une connexion en 4 broches annexe. Cette connexion en 4 broches annexe sera faite soit pour les processeurs très haut de gamme comme les 10900K ou les 5950 de AMD, ou alors pour faire de l'overclocking de façon assez intensive. Si vous avez juste un 3600, vous n'avez pas besoin de brancher ce connecteur en général. Ensuite, sur votre carte mère, vous trouverez donc les slots DRAM qui vont recueillir votre RAM. Généralement DDR4, faut pas abuser, les DDR3 est fini depuis 2012. Pour ces slots de RAM, ce qui va être important de contrôler sur la carte mère, c'est la fréquence maximale qu'elle va pouvoir accepter. Une carte mère qui va accepter 4000 MHz aura pas trop de problèmes. Une carte mère des chipsets Intel bas de gamme acceptera 2933 et forcément si vous mettez de la RAM en 3600 MHz sur une carte mère pareille, elle sera bridée à 2933, ce qui n'est pas exceptionnel. Les slots de RAM vont généralement fonctionner sur ce qu'on appelle un dual channel. C'est des slots qui fonctionnent par paire. Ces slots seront nommés A1, B1 et A2, B2. Généralement, c'est très rare que ce soit pas le cas, vous mettrez vos barrettes de RAM en channel A2 et B2. Les cartes mères en quad channel ne sont pas en socket AM4 ou en LGA 1200, ce sont plutôt des cartes mères qui vont être orientées vers les Threadripper, donc vous pouvez les reconnaître où il y a des slots de chaque côté du processeur. Ça, c'est du quad channel. Si vous avez des barrettes qui sont tous du même côté, généralement à droite du processeur, c'est forcément du dual channel. En dessous de votre processeur, vous trouverez les slots PCI Express. Les PCI Express sont en 16X ou 8X, et enfin, des versions un peu plus petites qui sont en 1X. Les PCI Express en 16X, généralement celui du haut, vous servira à brancher votre carte graphique. Les ports PCI Express plus petits, qui sont en dessous, donc les 1X, serviront généralement pour les cartes réseau et les cartes son, même si c'est très rare d'utiliser des cartes son de nos jours. Vous trouverez également sur votre carte mère des slots qu'on appelle type M2, qui fonctionnent sur des PCI Express, mais en 4X. Ils sont utilisés pour certains types de cartes réseau, mais surtout, de nos jours, pour les disques durs de type SATA en M2, ou alors avec le protocole NVMe. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces disques durs, on en parlera dans une autre vidéo. En bas de votre carte mère, vous arriverez aussi à trouver les connecteurs qui correspondent généralement au panneau frontal de votre boîtier, le front panel, tout en bas à droite en général. Vous trouverez aussi sur certaines cartes mères les connectiques des ventilateurs, il y en a toujours une ou deux qui traînent à cet endroit-là.
les connectiques pour vos ports USB du boîtier, qui sont des USB type 2.0 ou 3.0. Vous trouverez également la connectique pour l'HD audio, qui sert à connecter les prises audio du panneau frontal de votre boîtier. Et vous trouverez aussi certaines connectiques de type RGB. Ces connectiques existent en deux versions. Vous avez les versions ARGB, donc les versions adressables RGB. RGB veut dire Red, Blue, Green. Red, Green, Blue plutôt, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Et ces connectiques existent en 3 pins 5 volts ou en 4 pins 12 volts. Selon Asus, MSI ou tout ça, les noms peuvent être différents. Mais généralement, voilà, si c'est en 3 pins, c'est du 5 volts, si c'est en 4 pins, c'est du 12 volts. Un petit point sur les ports de ventilateur. Les ports de ventilateur, vous pouvez remarquer qu'ils sont en 4 pins avec un détrompeur qui est légèrement décalé. C'est parce que les ventilateurs existent en port 4 pins et 3 pins et qu'ils utilisent tous le même connecteur. Le détrompeur est aligné pour les 3 pins mais légèrement décalé sur les 4 pins qui du coup se sont adaptés. Donc ne vous inquiétez pas, un ventilateur se branchera toujours au même endroit, c'est très simple, le détrompeur vous guide. 3 pins ou 4 pins, ça change rien. Donc maintenant parlons des différents formats qui existent des cartes mères. Vous avez le format le plus grand dont on va pas trop s'étendre aujourd'hui dessus, le EATX. Le EATX est un format utilisé généralement pour les Threadripper et les versions X des Intel. Des CPU surtout orientés pour le workload et aujourd'hui on parle plutôt de cartes mères gaming, donc passons. L'autre format qui est lui le plus standard et le plus courant utilisé dans le hardware, ça va être le format ATX. C'est le format classique que tout le monde connaît, avec les connectiques diverses et variées, généralement tout ce qui vous suffit à votre build. Ensuite, vous avez le format MATX. Imaginez que le MATX, c'est comme si on avait coupé une partie basse d'une ATX. Elles sont légèrement plus courtes, vous perdez quelques slots en PCI Express, pas bien grave, hein, les 3/4 des gens n'utilisent pas plus que 1 ou 2 slots, et vous perdez quelques petites connectiques, comme par exemple, vous avez un peu moins de connectiques pour vos ventilateurs, un port USB au lieu de 2, et ce genre de petites broutilles dont en fait généralement tout le monde s'en fiche. Le MATX peut très bien être utilisé à la place d'un ATX et les boîtiers qui acceptent le ATX généralement acceptent aussi le MATX. Enfin, l'un des derniers formats qui existe, c'est le ITX. Le ITX est un format vraiment minuscule qui est fait pour ce qu'on appelle le Small Form Factor. Les ITX sont en général que 2 slots pour la RAM. Elles vont avoir qu'un seul slot PCI Express pour une carte graphique, très peu de connectiques internes, et ça sera fait pour des boîtiers qui généralement font la taille d'une console. C'est ce qu'on appelle les formats en dessous de 20 litres, très pratique pour le transport ou si vous n'avez pas envie d'avoir un PC qui prend la moitié de votre salon, comme moi. Un des derniers éléments d'une carte mère qui va être très importante, c'est ce qui se situe généralement à gauche et en haut de votre processeur, et vous avez un gros heatsink qui sert à dissiper la chaleur dessus, ce sont les VRM. Les VRM, pour Voltage Regulator Module, servent à alimenter votre processeur. Votre carte mère, elle va recevoir un courant qui va être en 12 volts. Et seulement 12 volts sur un processeur, il va pas durer plus d'une demi-seconde. Et encore déjà, s'il tient une demi-seconde, c'est pas mal. Donc le but des VRM, ça va être de convertir le courant de 12 volts vers 1,2, 1,3, 1,4 volts dans ces eaux-là pour votre CPU. Donc c'est très important et les VRM, c'est un des éléments les plus critiques d'une carte mère. Les VRM de très mauvaise qualité peuvent brider votre processeur, c'est-à-dire que les fréquences vont être instables, ou alors le processeur lui-même va se brider, ou peuvent même donner une tension qui sera instable. Et une tension instable peut être dangereux pour votre processeur et peut le tuer à petit feu au fur et à mesure. Donc avoir de bonnes VRM, c'est très important, surtout si vous avez un processeur haut de gamme. Généralement, un processeur type Ryzen 3600 sera assez soft sur les VRM, elles vont pas trop chauffer. Vous mettez par contre un 10900K sur des VRM qui sont pas top, alors là les VRM vont taper 120 degrés, ça va être critique et votre processeur à petit feu il va mourir. Si c'est pas votre carte mère qui va claquer avant. Bref, c'est très important. Ensuite, j'ai une carte mère, on va la choisir par rapport à ses capacités d'overclocking. Ça peut être l'overclocking du processeur ou l'overclocking de votre RAM. Généralement, ce qui va beaucoup jouer là-dessus, ça va être du coup les VRM. De VRM de bonne qualité et qui ne surchauffent pas vont vous permettre d'augmenter la fréquence de votre processeur. Des VRM qui surchauffent, ça sert à rien, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin avec votre processeur. Et c'est votre BIOS aussi. La qualité de votre BIOS et l'interface utilisateur de votre BIOS vous facilitera énormément l'overclocking. Par exemple, le BIOS de Gigabyte est assez infâme, je trouve, au niveau de lui, et des fois pour trouver des settings précis pour overclocker votre processeur, c'est juste une horreur. Celui d'Asus par contre est génial, celui d'MSI est pas mal non plus. Celui d'ASRock je le connais pas, je l'ai pratiquement jamais utilisé, donc je ne dirai rien.
Donc pour choisir sa carte mère, on va d'abord choisir son socket. Forcément, c'est le plus important. Si on peut pas mettre le processeur, ça sert à rien. Une fois que vous avez choisi votre socket, vous allez donc choisir votre chipset. Pareil, à ce niveau-là, le chipset, généralement, comme Intel, vous avez très peu de choix. Chez AMD, on va essayer de choisir le chipset le plus récent, qui va permettre différents supports comme le PCI 4.0 ou ce genre de choses. Une fois que vous avez choisi ces deux critères, vous allez choisir l'élément le plus critique, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les VRM. Une carte mère avec de mauvaises VRM, je ne regarde même pas le reste. Une carte mère qui a des bonnes VRM, là on va commencer à rentrer dans le détail. Une fois que vous avez choisi votre carte mère par rapport au VRM, ce qui va rentrer en compte, selon l'utilisateur, ça dépend pourquoi, ça va être les capacités d'overclocking. Quelqu'un qui veut faire de l'overclock, il va forcément choisir une bonne VRM, mais aussi derrière des qualités de BIOS et des qualités de PCB qui vont être différentes d'un utilisateur lambda. Ensuite, une fois que j'ai mon chipset, mon socket, de bonnes VRM et des capacités d'overclocking correctes, je vais faire des recherches Google pour savoir si la carte mère en question n'a pas de problème. Je prends l'exemple des B550 d'Aorus. Elles ont été connues au début pour avoir des gros problèmes sur les ports USB 2.0. Les périphériques branchés sur les ports USB 2.0 étaient complètement inutilisables. Donc à ce niveau-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser votre ami Google. Et une fois qu'on a tout ça, on va regarder la connectique interne, selon ce que vous avez besoin. Si vous avez un setup basique avec un ventirad, bon, ben, vous n'avez pas vraiment grand chose à choisir. Ce qui va déterminer la connectique interne sera le nombre de prises ventilateurs éventuellement que vous aurez besoin, ou ce genre de choses. Si par contre vous allez avoir beaucoup de RGB, water cooling et ce genre de conneries, il va falloir faire attention par exemple au nombre de ports USB internes qui sont disponibles sur votre carte mère. Dans le cas contraire, rajoutez un hub d'USB interne. Au nombre de ports RGB que vous avez sur votre carte mère. Dans le cas contraire, rajoutez un hub RGB, etc. Je peux vous assurer que mon PC derrière moi là, j'ai un hub USB, j'ai un hub RGB. C'est le bordel. Et au final, j'ai 60 câbles dans mon PC. Voilà pour cette première vidéo sur comment choisir un de vos composants hardware. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à donner des critiques constructives. Je suis prêt à les encaisser sans aucun problème, je demande même ça. Sachez que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube comme ça en facecam, et que bien sûr, je sais que c'est pas parfait. Donc n'hésitez pas à like ou à dislike, au choix, à proposer d'autres cartes mères que j'aurais pu oublier dans ma liste, à voir, ou alors à ajouter des détails à ce qui a été dit. Et n'hésitez pas surtout à regarder les sources que je vais donner en description. On se quitte là-dessus, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au choix, et je vous dis à la prochaine qui sera sûrement une vidéo sur comment choisir sa RAM. Ciao ciao!